Xavier Moreau a raison, la France n'a rien à faire dans l'OTAN, c'est vrai que beaucoup de pays occidentaux qui sont alliés ou associés aux États-Unis ne sont pas membres de l'OTAN. C'est le cas notamment de la Suisse, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de l'Irlande, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Finlande, et puis d'autres pays, hein, comme la Serbie bien évidemment. Donc la France, effectivement, puissance nucléaire, n'apporte rien de plus finalement que l'Angleterre ou que les États-Unis au sein de l'OTAN, et je rappelle que tous les pays européens, à commencer par l'Allemagne, mais aussi les pays d'Europe orientale, la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, sont sous le parapluie nucléaire américain. Les Allemands viennent d'acheter, en tout cas passer commande de quelques F-35 avions capables de porter les charges nucléaires américaines, et avions qui ne peuvent voler qu'avec l'autorisation des Américains, parce qu'à distance, les Américains peuvent empêcher l'utilisation des avions de type F-35. Donc les Européens sont complètement, en tout cas membres de l'OTAN, sont en général complètement dans la main des Américains, et c'est vrai que la France n'a pas beaucoup de plus-value à être dans l'OTAN, ça nous coûte cher et ça nous rapporte pas grand-chose, et je pense qu'on aurait tout à fait avantage à être neutre. Autre point aussi intéressant que souligne Xavier Moreau, à juste titre, c'est que l'armée russe a vaincu formellement l'armée ukrainienne, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Vladimir Poutine s'est planté. Il devait prendre le pouvoir à Kiev en 48-72 heures, et l'opération Kiev a échoué, lamentablement, tout simplement. Une opération militaire n'est jamais garantie, bien sûr, son succès n'est jamais garanti à l'avance. Les populations russophones n'ont pas accueilli avec des fleurs et des vivas les troupes russes qui sont entrées en Ukraine, bien au contraire, souvent les ont accueillis avec des jets de pierre et des cocktails Molotov quand elles n'avaient pas d'armes, donc ça s'est très mal passé de ce point de vue-là. Et puis les troupes ukrainiennes russophones ne se sont pas alliées aux troupes envoyées par Moscou, ce sur quoi comptait Vladimir Poutine et ce sur quoi comptait l'état-major russe. Or c'est tellement vrai que Vladimir Poutine s'est planté, c'est qu'aujourd'hui il reconnaît le gouvernement ukrainien comme légitime, alors ce qui n'était pas le cas juste avant l'attaque. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il fait appel à on va dire à des aides supplétives pour pouvoir réussir son opération. Notamment, il fait appel aux Tchétchènes, il a fait appel aussi aux Syriens pour venir l'aider dans l'opération. Il a fait appel aussi aux Chinois pour que les Chinois lui vendent des drones, et les Chinois ont dit nous on ne s'implique pas dans cette opération, on te vendra pas de drones. Même Loukachenko, Alexander Loukachenko, qui est le président de la Biélorussie, qui devait aider Vladimir Poutine et envoyer des troupes en Ukraine, ne le fera pas. En tout cas pour l'instant il ne le fera pas. Donc c'est un échec de ce point de vue-là, et c'est un certain enlisement, d'autant plus que chaque jour qui passe, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2022, les Ukrainiens reçoivent une quantité croissante de matériel, que ce soit du matériel de combat, mais aussi de l'aide alimentaire, des médicaments, et naturellement des armes et des munitions. Ils recevront le 21 mars davantage d'armes et de munitions et de matériel que le 20 mars, le 22 mars davantage que le 21, le 23 davantage que le 22. Vous avez compris l'idée, c'est qu'aujourd'hui la mécanique américaine se met en branle, les usines tournent à plein rendement pour fournir des armes et des munitions, et les avions cargo et les cargos tout court même débarquent en Roumanie, débarquent en Pologne, des quantités croissantes chaque jour de matériel militaire. Donc on est effectivement dans un enlisement et dans une guerre qui va devenir une guérilla qui va devenir de plus en plus asymétrique, avec certes une armée russe qui a vaincu l'armée ukrainienne, mais avec une armée ou des milices ukrainiennes qui vont faire une guérilla, qui vont faire la misère aux pauvres troupes russes qui se trouvent là. Mais naturellement, sur le plan politique, il faut tirer des conclusions. La conclusion, c'est que cet enlisement, en fait, profite aux ukronazis, aux nationaux-socialistes ukrainiens que Vladimir Vladimirovitch Poutine avait promis d'écraser. En fait, il ne fait que les renforcer. Ces ukronazis vont prendre le pouvoir à Kiev, et c'est ce que je vais vous expliquer, et peut-être même demain à Moscou. C'est le sens de cette vidéo. C'est parti. Comme le coup de force du 24 février 2022 est un échec, eh bien l'armée russe fait aujourd'hui en Ukraine ce qu'elle sait faire et ce qu'elle a fait en Syrie et ce qu'elle a fait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire utiliser massivement l'artillerie, ce qui détruit naturellement les villes, et ce qui
provoque la colère et le désespoir de la population, y compris de la population russophone, puisque je rappelle que les Russes aujourd'hui interviennent surtout dans la partie russophone de l'Ukraine. Et bien malgré ça, les russophones ukrainiens vomissent de plus en plus cette invasion russe, du fait ne serait-ce que de la sauvagerie, des bombardements qui ne sont pas des bombardements guidés, puisque la Russie ne possède très peu de bombes guidées par son aviation, et ses missiles sont très imprécis, et elle utilise aujourd'hui en fait très massivement l'artillerie pour écraser notamment les bataillons Azov à Mariupol, qui sont l'un des grands prétextes des opérations militaires en Ukraine selon la terminologie de Vladimir Poutine. Donc ces bataillons Azov vont être écrasés, mais c'est un petit peu comme un cancer qu'on écrase en provoquant l'éjection dans l'ensemble de l'organisme des métastases. C'est un grand classique, hein. Les Américains ont essayé d'écraser le communisme au Vietnam, et à la sortie, le Vietnam s'est retrouvé entièrement communiste, et le Sud-Vietnam a été complètement envahi par le Nord-Vietnam, et même les Sud-Vietnamiens se sont retournés en partie contre le gouvernement corrompu du Sud-Vietnam. En Afghanistan, les Russes, en 1979, ont voulu envahir l'Afghanistan en disant qu'il y avait quelques islamistes en Afghanistan, ce qui était vrai, mais ils étaient extrêmement minoritaires suite à la révolution iranienne, donc ils ont voulu envahir l'Afghanistan pour pas que l'islamisme se répande dans l'ensemble du monde arabo-musulman d'Asie centrale. À la sortie, au bout de 10 ans de guerre, eh bien, l'Afghanistan était entièrement djihadiste et entièrement islamiste. Les Américains, pareil en Irak, sont intervenus en Irak et en Syrie, pas en Syrie, mais sont intervenus en Irak et ont abattu le régime de Saddam Hussein, régime qui était un régime socialiste, qui était un régime bassiste, qui était un régime très laïque, où il y avait très peu d'islamistes. À la sortie, c'est la création de l'État islamique. Donc là, c'est un peu le même principe en Ukraine, en voulant écraser les soi-disant ukro-nazis, enfin pas soi-disant, il y a des ukro-nazis, mais qui sont très minoritaires, qui étaient 40, aujourd'hui ils sont 40 millions. Voilà. Et en tout cas, plus le temps passe, plus effectivement les Ukrainiens vont être tentés d'aller vers cette radicalité, comme les Vietnamiens ont été tentés d'aller vers la radicalité du communisme, comme les Irakiens ont été tentés d'aller vers la radicalité du djihadisme. Bon, aujourd'hui, les Ukrainiens sont tentés, du fait des destructions, des morts, etc., d'aller vers la radicalité des ukro-nazis. Donc aujourd'hui, vous avez en Ukraine, naturellement, l'union sacrée, entre Zelensky, d'un côté, qui est un libéral, hein, et qui est à la base, je le rappelle, est un animateur télé, c'est une sorte de Hanouna, de Cyril Hanouna ukrainien, hein, qui jouait du piano avec sa bite. Bon voilà, ça vole pas très haut. Aujourd'hui, vous avez donc l'union sacrée de ce Zelensky et on va dire, d'une certaine Ukraine libérale, qui permet aux Américains d'envoyer des armes et d'envoyer des munitions et d'envoyer du matériel, et les Européens et les Américains d'envoyer des armes et des munitions en Ukraine de façon extrêmement massive, et l'union effectivement avec ces ukro-nazis qui se battent. Hein. Donc les combattants ont besoin de Zelensky pour faire entrer des armes dans le pays, et Zelensky a besoin des ukro-nazis pour mener le combat, parce que c'est pas en faisant des tweetos et en faisant des TikTok sur son téléphone portable qu'on gagne une guerre. Donc aujourd'hui c'est l'union sacrée, mais quand Vladimir Poutine va se retirer, parce qu'un jour ou l'autre il va bien d'une manière ou d'une autre se retirer d'Ukraine, eh bien Zelensky et les ukro-nazis vont se retrouver face à face, en tout cas l'un contre l'autre. Et à mon avis, plus le temps passe, plus la situation est dramatique en Ukraine, et plus la population ukrainienne se radicalise, et plus finalement les ukro-nazis prennent ascendant sur le plan idéologique, et le jour effectivement Poutine sera retiré, eh bien il est très fort probable qu'il soit chassé du pouvoir. D'ailleurs sa famille est aujourd'hui déjà en grande partie à l'étranger, et il est fort probable effectivement que Zelensky soit contraint d'une manière ou d'une autre de quitter le pouvoir. D'ailleurs, ça peut même faire partie des négociations avec la Russie. La Russie peut dire, bah, écoutez, on veut bien se retirer, on garde le Donbass, on garde la Crimée, mais par contre, vous dégagez Zelensky. Voilà, ça peut faire partie de la négociation. Donc, mais même si ça fait pas partie de la négociation, de toute façon, les ukro-nazis sont les adversaires, en fait, politiquement parlant, de Zelensky, qui est quand même un multiculturaliste, et qui est quand même un multiracialiste, et qui est quand même, voilà, qui est soutenu par BHL, hein, pour des raisons de solidarité communautaire, mais aussi pour, voilà, idéologiquement, je répète, c'est un libéral, et c'est un libéral pas forcément au bon sens du terme. Le seul moyen qu'aurait
Vladimir Poutine de réussir son opération en Ukraine, ça serait déclencher finalement la guerre totale, ça serait de faire une opération de type Bagration. Bagration, c'est la grande opération qui a été déclenchée le 22 juin 1944 contre le groupe d'armées centre, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération Bagration, c'est 10 fois plus d'hommes et 10 fois plus de matériel, 10 fois plus de chars, 10 fois plus d'avions que le débarquement en Normandie. Nous, on connaît l'histoire du côté américain parce qu'on a vu beaucoup de films américains, mais il faut bien comprendre que le front occidental, c'est-à-dire le débarquement en Normandie, la guerre en Italie, les bombardements au-dessus de l'Allemagne, ce sont des fronts secondaires pour l'Allemagne. 80% de l'armée allemande était à l'Est, et 80% de l'armée allemande a été détruite principalement lors de l'opération Bagration, déclenchée donc le 22 juin 1944, qui fait écho à l'invasion Barbarossa allemande contre l'Union soviétique le 22 juin 1941. Donc on voit effectivement, aujourd'hui, Poutine pourrait dire mobilisation générale et je mobilise 2 millions d'hommes et je rentre en Ukraine, sauf qu'il le fera pas parce qu'il a de gros problèmes logistiques. Il n'arrive pas déjà à livrer de l'essence et des munitions à une armée de 200 000 hommes, donc il peut pas envoyer une armée de 2 millions d'hommes. Donc c'est une impasse sur le plan aujourd'hui militaire pour des raisons matérielles, pour des raisons structurelles, matérielles, physiques. La seule solution, c'est effectivement le retrait. Plus tard il se retirera d'Ukraine, plus les ukronazis seront forts. Le temps joue en faveur des ukronazis pour l'instant. Et alors, le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui les Américains livrent des armes à l'Ukraine. Enfin, ils livrent des armes à Zelensky, mais Zelensky donne ses armes à son armée et au groupe paramilitaire, et en fait donne des armes aux ukronazis, qui seront demain en fait les adversaires des Américains. Ce qui est un grand classique. Je rappelle que pendant la guerre d'Afghanistan, les Américains ont armé les djihadistes et les moudjahidines d'Afghanistan et les Ben Laden et compagnie, puis jusqu'au jour où les Ben Laden s'est retourné contre les Américains. Donc fondamentalement, les ukronazis, effectivement, sont anti-américains, parce qu'ils sont occidentalistes, mais ils ne partagent pas les idées multiculturelles et multiraciales du gouvernement américain. Donc ces ukronazis vont prendre le pouvoir quand Poutine se retirera, et plus tard il se retirera, plus ils seront forts pour prendre le pouvoir, c'est ce qu'il faut retenir. Et deuxièmement, une fois qu'ils auront pris le pouvoir, ils pourront dire aux Russes nous Ukrainiens, effectivement, Russes et Ukrainiens, nous sommes des frères. C'est l'origine de la Russie, l'origine du Russland. Ce sont les principautés de Novgorod et la principauté de Kiev. Mais c'est surtout Kiev. C'est vraiment le cœur originel de la Russie. La Russie est à l'origine une colonie suédoise, ce qu'on appelle les Russes. Le Russland, c'est une colonie suédoise qui ensuite s'est émancipée à partir de la Moscovie et du développement de cette ville qui est Moscou et qui s'est vue comme la troisième Rome, et qui s'appelait elle-même la troisième Rome, qui s'est développée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. À l'est, naturellement, c'est la conquête on va dire, de Nijni Novgorod, l'Oural, la Sibérie. Au sud, c'est la conquête de la Crimée. Bon, c'est d'actualité. Et à l'ouest, c'était les guerres contre l'ancienne puissance coloniale suédoise, contre la Lituanie, contre la Pologne, qui étaient les grandes puissances au Moyen-Âge. Donc la Moscovie se développe à partir du XVe siècle, avec Ivan le Terrible. À partir de là, la Moscovie se développe et va prendre, on va dire, l'ascendance sur cet ensemble qu'on appelle la Russie, qu'on appelle le Russland. Donc aujourd'hui, vous avez effectivement des ukronazis qui vont prendre le pouvoir, qui sont en train de prendre l'ascendant dans l'opinion publique, donc politiquement parlant, dans la population ukrainienne, qui vont prendre le pouvoir à Kiev une fois que la guerre sera terminée, qui vont chasser Zelensky et qui vont s'adresser aux Russes en disant « Oui, nous on veut bien l'union de l'Ukraine et de la Russie, de la Moscovie, comme je l'appelle », ce qui est tout à fait légitime, mais de façon démocratique, à l'image de ce qu'a fait Hitler lorsqu'il est rentré en 1938 en Autriche. Il est rentré sans tirer un coup de feu. Et il a fait un référendum en Autriche et un référendum en Allemagne qui a été approuvé à plus de 99% de la population. Et demain, les ukronazis, c'est ce qu'ils voudront faire. C'est rentrer en Russie en disant, pas militairement parlant, mais en disant aux Russes, une fois Poutine chassé du pouvoir, parce que Poutine, là aussi, n'est pas éternel, d'une manière ou d'une autre, Vladimir Poutine soit quittera le pouvoir, soit sera chassé, soit sera tué, mais de toute façon, un jour ou l'autre, il partira. Et à ce moment-là, effectivement, les ukronazis ukrainiens, qui auront pris le pouvoir à Kiev entre-temps, pourront dire aux Russes, union entre l'Ukraine et la Russie, ça s'appellera la Russie, ça s'appellera le Russland, on appelle ça comme on veut, avec comme capitale vraisemblablement Kiev, et à ce moment-là, ça sera l'union sacrée, mais pas dans une Russie multiethnique et multiculturelle, qui est la Russie de Vladimir Poutine, mais dans une Russie russe, et dans une Russie effectivement nationaliste russe et aussi socialiste, parce que ce sont des gens qui ne sont pas bien évidemment très libéraux.
Et donc voilà le plan. Et naturellement, dans cette Russie unie, Ukraine-Russie unie, les républiques islamiques de type Daghestan, de type Tchétchénie vont dégager. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, finalement, certes, il a un régime autoritaire et un régime autocratique, on va dire presque un régime dictatorial, mais c'est quand même un régime multiculturel. C'est quand même une société multiculturelle, multiethnique, multireligieuse. Quand les ukronazis feront l'union, et à mon avis c'est ce qui est dans le tube, entre la Russie et l'Ukraine, encore faut-il que la guerre s'arrête, encore faut-il que Poutine parte. Donc c'est pas tout de suite. Là je fais de l'anticipation sur du moyen long terme. Eh bien, cette Russie-là ne sera pas multiculturaliste, elle ne sera pas multireligieuse, elle ne sera pas multiethnique, comme l'est la Russie de Vladimir Poutine. Et cette Russie-là, fondamentalement, ce Russland-là, sera fondamentalement occidentalisme et anti-américain, très très fondamentalement. Donc voilà ce vers quoi on va. Cette guerre est donc riche d'enseignements. Je reviendrai sur ce sujet ainsi que sur bien d'autres très bons sujets. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.